Si on essaie de comprendre Jung avec des lunettes cartésiennes, on n'y arrivera pas. Parce que on s'arrêtera à la surface et et on serait poussé à voir l'œuvre de Jung comme quelque chose de nébuleux. Mais si on essaie de voir, de comprendre l'œuvre de Jung avec d'autres prémices épistémologiques qui sont issus plutôt d'une culture, de la culture germanique, donc je pense à Kant, Schopenhauer, Schelling, Carus, von Hartmann, ou voire Nietzsche. C'est-à-dire une culture qui a essayé de montrer comment la rationalité était liée à la fonction de la raison, la fonction de la représentation, mais qu'au fond de l'âme, il y a un fond insondable, un irrationnel, qui est déjà Schelling appelait l'inconscient, et Schopenhauer appelait la volonté, et ensuite Edward von Hartmann a écrit un livre qui était devenu un livre très très célèbre, une sorte de best-seller à la fin du 19e siècle, qui est La philosophie de l'inconscient, que Jung avait très bien lu, où il plaçait l'inconscient comme fondement de tout phénomène humain. Et donc, il pensait l'homme à partir de sa sphère inconsciente. Donc, tout cela bien avant Freud. Et Jung avait plongé dans ces cultures-là. Et bien sûr, c'est une culture, je pense notamment à certains écrits de Schopenhauer, qui essayaient d'interpréter aussi les phénomènes paranormaux, par exemple, ou des phénomènes comme le rêve, d'un point de vue philosophique rationnel. Donc, c'est une culture qui, après Kant, avec le romantisme, essaie d'expliquer aussi ce qui apparemment ne rentre pas dans un cadre rassurant de la rationalité. Et tout ça, bien sûr, c'était des grandes questions pour Jung, parce que Jung, on le voit depuis ses années de collège, comme il l'écrit dans les chapitres de ma vie, de sa jeunesse, il était fasciné par les sciences naturelles, par la rigueur des sciences, et la méthode, par l'empirisme, la méthode empirique des sciences, mais à côté de ça aussi de la philosophie, de l'archéologie et de tout récit de phénomènes paranormaux. Donc, il était fasciné par Swedenborg, il lisait, par exemple, La voyante de Prévost de Kirchner et d'autres textes qui, à ces périodes, étaient plutôt célèbres. Et donc, dans sa thèse de doctorat, on voit l'essai de Jung de concilier ces deux traditions, c'est-à-dire de faire de ce type de phénomène un objet scientifique. Et disons que ce conflit trouvera sa conciliation dans l'œuvre Libido, symbole et transformation, après publiée avec le titre Métamorphose et symbole de la libido, où Jung, dans la première partie de cet ouvrage, il fait une distinction entre pensée dirigée et pensée non dirigée. Et il donne une valeur équivalente aux deux. Au contraire, la pensée non dirigée, c'est-à-dire tous ces phénomènes inconscients qui ne sont pas issus de l'activité de la raison, de la conscience, sont ceux qui nous approchent plus du fond de l'âme, c'est-à-dire de notre essence plus profonde, donc de notre inconscient, qui pour Jung, d'ailleurs, a un fond aussi commun à tous. Donc, dans notre inconscient, il y a aussi pour Jung des contenus qui sont partagés par l'humanité. Donc, à mon avis, c'est très intéressant de voir, de comprendre, d'écouter ces méthodes que Jung met en place, c'est-à-dire une méthode qui reste scientifique, d'un grand rigueur scientifique, mais qui veut intégrer aussi ce qui ne peut pas rentrer dans, disons, les idées claires et distinctes.